Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous présenter un journal télévisé produit par l'école Jean Jaurès. Nous avons eu la chance de recevoir un scientifique qui nous a parlé de l'eau, Ghislain Viciana, de la Maison régionale de l'eau. Nous a expliqué d'où vient notre eau potable, comment se forment les inondations et comment nettoyer notre eau usée. À la fin de notre émission, vous saurez comment se déclenchent des inondations, comment nettoyer les eaux usées, d'où vient l'eau de notre robinet, comment s'organisent les élections présidentielles, pourquoi des enfants font la guerre, comment mesurer la qualité de l'air, pourquoi les guépards vont disparaître, à quoi servent les salons de l'agriculture, quel est ce nouvel organe dans notre corps, où est ce nouveau continent, d'où viennent les avalanches, à quoi ressemblera Paris demain. Nos reporters Nathan et Benjamin vont vous présenter un reportage pour savoir comment les inondations se forment. Bonjour, nous allons vous parler des inondations. L'eau déborde des cours d'eau quand il pleut trop. Les inondations se passent quand la rivière est en crue, en automne car il pleut beaucoup et au printemps quand la neige fond sur les sommets des montagnes. Elle s'écoule dans le cours d'eau et celui-ci déborde. Nous vivons dans un climat méditerranéen. Il y a peu de jours de pluie, mais les précipitations peuvent être très violentes ces jours-là. Le 20 septembre 1992, l'Ouvèze a débordé, ravageant une soixantaine de villes et de villages, notamment Vaison-la-Romaine et Bédaride. Une telle catastrophe change à jamais la ville de ceux qui l'ont vécue, et 20 ans plus tard, le temps n'a rien effacé. Pour éviter les inondations, on peut faire des aménagements. Le goudron empêche l'eau de s'infiltrer. On peut donc creuser des bassins de rétention pour que l'eau ruisselle jusqu'à eux et soit évacuée. À Sorgues, le canal de Vaucluse récupère les eaux pluviales et permet qu'elles ne stagnent pas et qu'elles n'inondent pas la ville. Comment nettoyer les eaux usées? Célim va vous répondre tout de suite. Florent Arnaud et Monsieur Terry sont venus nous expliquer comment fonctionnait la station d'épuration de Sorgues. L'eau usée est l'eau qui sort de nos maisons après qu'on l'ait utilisée, dans la cuisine, dans les toilettes et dans la salle de bain. Des canalisations l'amènent à la station d'épuration. On nettoie les eaux usées dans une station d'épuration. Il y a plusieurs façons de nettoyer les eaux usées. On peut utiliser le lagunage. Le lagunage sert à nettoyer les eaux usées dans plusieurs bassins où il y a des végétaux, roseaux. Ou bien on peut utiliser la station d'épuration biologique. L'eau va passer dans le dégrilleur, le dessableur et le dégraisseur. Le dégrilleur retient les gros déchets. Le dessableur enlève la matière lourde. Le dégraisseur élimine les déchets flottants, huile, graisse. Puis, elle va dans le bassin d'aération. Il y a une hélice qui tourne pour donner de l'oxygène aux bactéries. Elle mange le reste de la pollution, la matière organique. Enfin, elle va dans le clarificateur pour que les bactéries tombent. Soit elles sont transformées en compost, soit elles sont réutilisées. L'eau épurée est rejetée dans la rivière. Voilà comment nettoyer l'eau. Les eaux usées de Sorgues sont traitées à la station d'épuration de Sorgues avec celle de Vedène, Entraigues et Châteauneuf. Après le traitement, les déchets du dégrilleur sont compactés et incinérés au centre de traitement des déchets.
Les déchets du dégraisseur sont envoyés dans une autre station car ils sont très longs et très difficiles à traiter. Les déchets du dessableur sont utilisés par les entreprises de travaux publics pour faire les routes. Vous voulez savoir d'où vient notre eau? Mounia et Alexiane vont vous répondre. À Sorgues, l'eau du robinet provient de la nappe alluviale du Rhône. Elle est déjà potable. On a creusé des puits sur les berges du Rhône. L'eau de la nappe est potable grâce aux alluvions, terre, sable, gravier qui la filtrent. On lui rajoute du chlore pour qu'elle ne soit pas sale pendant son trajet dans les tuyaux. Puis elle va dans le château d'eau où elle est stockée. Le château d'eau fonctionne automatiquement. C'est un flotteur qui indique à la pompe si elle doit remplir le château d'eau ou pas. Celui-ci est placé en hauteur pour que l'eau arrive en pression. Puis elle coule dans les maisons où elle est utilisée. Luna et Gibril vont vous apprendre comment les élections présidentielles se déroulent. Le président de la République sert à diriger la France. Il est élu par des citoyens. On devient candidat en obtenant 500 mandats de tous les élus de la France. Les élus peuvent signer pour que quelqu'un devienne candidat. Les candidats mènent leur campagne en faisant de la publicité sur papier journal, à la télé, sur des affiches et en allant au salon de l'agriculture pour mieux se faire connaître. Voici les principaux candidats pour la prochaine présidentielle. Benoît Hamon, Parti socialiste, Emmanuel Macron, Mouvement en marche, Jean-Luc Mélenchon, extrême gauche, Marine Le Pen, Front national, François Fillon, les Républicains. L'élection présidentielle sert à désigner un président ou une présidente le 17 mars à 18 h. Les futurs candidats à l'élection présidentielle qui aura lieu le 23 avril et le 7 mai 2017 se sont rendus au Conseil constitutionnel. Chérine et Andreas vont vous dire pourquoi 20 pays utilisent des enfants pour la guerre. En février 2007 à Paris, 105 pays s'étaient engagés à libérer les enfants de la guerre. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. 10 ans plus tard, une nouvelle conférence s'est tenue dans la capitale française le 21 février. 20 pays utilisent encore des enfants pour faire la guerre. Ces pays sont l'Ouganda, l'Afghanistan, la République centrafricaine, le Liban, le Mexique, le Mali, le Yémen. 250 millions d'enfants vivent dans des zones de guerre. En Ouganda, l'armée de résistance du Seigneur a kidnappé environ 20 000 enfants entre 7 et 8 ans. Le président du pays envoie des soldats pour kidnapper les enfants. Leurs parents ne les revoient plus. Il les entraîne avec des armes dans des camps militaires. Anas et Adam vont vous montrer comment mesurer la qualité de l'air. Pour savoir si l'air est pollué, il faut mesurer sa qualité. Seules certaines personnes et machines ont le droit de le faire. En France, l'air s'évalue grâce à des stations de mesure qui sont placées dans les villes au bord des routes. Il n'y a pas qu'une station de mesure, il y en a des dizaines, réparties dans chaque région. Elles sont placées là où nous voulons connaître le niveau de pollution. Elles servent à connaître la quantité de polluants présents dans l'air. Ces stations mesurent 3 polluants, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, des gaz polluants. S'ils sont présents en trop grande quantité dans l'air, ils peuvent provoquer des difficultés respiratoires, voire des maladies. C'est important car nous respirons l'air et il nous sert à vivre. La nature avant nous n'était pas polluée. Les principaux polluants en France sont les véhicules à essence, les usines, les gaz polluants et les feux de cheminée. Pourquoi le guépard est-il menacé? Guillaume va vous l'expliquer. Le guépard est un mammifère carnivore qui fait partie de la famille des félins.
Il vit en Afrique et en Asie. C'est le félin le plus rapide du monde. Depuis la fin du XIXe siècle, le nombre de guépards diminue à cause du braconnage. Les braconniers sont des gens qui veulent tuer les guépards pour prendre leur fourrure et la revendre alors que c'est interdit. Son espace de vie diminue à cause de l'homme. Les fermiers s'installent à côté de l'espace de vie des guépards. Quand les guépards sortent de leur territoire et qu'ils ne trouvent pas de proie, ils tuent les bêtes des fermiers et les fermiers leur tirent dessus. La population de guépards est passée de 100 000 à la fin du XIXe siècle à entre 10 000 et 11 000 aujourd'hui. Le guépard est une espèce protégée. Si le guépard disparaît, ses proies se reproduiront et il n'y aura plus assez de nourriture. Il faudra aller chercher d'autres prédateurs et cela bouleversera la nature. À quoi sert le salon de l'agriculture? Nous le saurons grâce à Nesrine et Axel. Il y a eu des concours d'animaux le plus gras lancés en 1844 dans la banlieue de Paris. Ils sont l'occasion pour les agriculteurs de présenter leurs plus beaux animaux, par exemple vaches, taureaux, cochons. Renommé concours agricole, l'événement connaît un grand succès en 1964. Paris accueille le premier salon international de l'agriculture. Ces dernières années, l'agriculture vit de profonds changements. Les citoyens ne mangent plus autant de produits laitiers ou de viande. Il faut produire moins mais de meilleure qualité. Diminuer les pesticides. Le bio est la star. Mais le changement n'est pas possible pour tous les agriculteurs, car le prix de vente de leurs produits sont souvent trop bas et ils ne peuvent pas moderniser leur matériel. Le salon de l'agriculture est là pour faire découvrir et déguster des produits. Chaque année, poules, vaches et cochons s'installent à Paris pour montrer le savoir-faire des agriculteurs français. Et cette année, c'est Fine, la vache de la race bretonne Pinoir, qui a été choisie comme mascotte du salon de l'agriculture. Âgée de 6 ans, elle fait 1,17 m et 450 kg. Nul doute qu'ils ont été nombreux à venir se faire photographier à ses côtés. Avec en premier lieu tous les candidats de l'élection présidentielle, ce salon est un passage obligé pour eux. Le salon de l'agriculture se tenait à Paris du 25 février au 5 mars. Loane va vous expliquer quel est ce nouvel organe du corps humain. Un organe est un élément du corps qui a une fonction particulière. Le corps en a besoin pour fonctionner correctement. Le cœur, les poumons, les yeux, les oreilles ou l'estomac sont des organes. Des médecins irlandais ont découvert un nouvel organe dans le corps humain. Il se situe dans le système digestif. Autrement dit, le corps humain en a besoin. Certains organes sont indispensables pour vivre. Ce sont les organes vitaux. Il y en a 6, le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et les reins. Au total, le corps humain compte 78 organes. Le mésentère attache l'intestin aux parois abdominales pour éviter la propagation des maladies, comme le cancer. Mieux connaître le mésentère servira à soigner un grand nombre d'affections abdominales, maladies dans le ventre. C'est une petite révolution dans le monde de la science. Une équipe de chercheurs a réussi à démontrer que le mésentère était un organe à part entière. Cette découverte pourrait mener à de nouvelles avancées scientifiques. Lana et Emma vont vous dire quel est ce nouveau continent. Ce continent s'appelle Zéalandia. Il se trouve à l'est de l'Australie et au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Un continent est une partie de croûte terrestre non immergée sous l'océan ou la mer. Il est submergé sous l'eau depuis des millénaires. Des chercheurs scientifiques l'ont découvert en faisant des analyses et ont vu que ce continent existe depuis le 19e siècle. Ce continent s'est détaché de l'Australie à cause d'un cours d'eau qui a forcé le passage et qui a divisé le continent en deux. L'autre partie fut envahie à 95% par l'océan. Il y a une controverse autour de Zéalandia. Certains scientifiques disent que ce n'est pas un continent car il est à 5% seulement hors de l'océan.
Comment se forment les avalanches? La réponse avec Sakina et Léna. Bonjour, nous allons vous parler des avalanches. C'est une importante masse de neige qui se détache d'une montagne et qui dévale la pente. Ça se produit en général quand il y a plusieurs couches de neige. C'est un manteau neigeux, c'est trop lourd. Lorsqu'il y a des vibrations causées par des animaux ou des skieurs, la neige glisse. Elles peuvent emporter des skieurs, des skieuses. En Italie, un hôtel a été détruit à cause d'une avalanche. Les avalanches causent des accidents graves. Elles se produisent en hiver et quand il y a plusieurs couches de neige, elles peuvent tout emporter sur leur passage. Pour réduire le risque d'avalanche, les scientifiques étudient la neige et surveillent la météo. Dans les stations de ski, ils les déclenchent parfois eux-mêmes pour éviter qu'elles arrivent par surprise. Ils utilisent des explosifs pour évacuer la neige accumulée. Des panneaux, des barrières et des filets sont également installés. À quoi ressemblera Paris demain? Léa et Marwa vont vous l'expliquer. Pour que Paris soit plus agréable et mieux équipé, il est prévu de faire plusieurs aménagements. On va construire un bateau-taxi volant qui peut accueillir 4 passagers et un pilote. Il est imperméable, il fonctionne à l'énergie électrique et il se charge avec des hydroliennes. Ce sont des hélices qui utilisent le courant du fleuve. On va construire un mur en verre autour de la tour Eiffel pour que les terroristes ne puissent pas l'attaquer. Il sera incassable et résistera aux balles. Il sera très haut et coûtera très cher, 20 millions d'euros. On va construire une patinoire en haut de la tour Montparnasse de 210 mètres carrés. Il a fallu 30 personnes pour monter les matériaux. On va essayer d'organiser les Jeux Olympiques de 2024. Dans le projet, il est prévu une nouvelle création de tramway. Cette ligne olympique permettra de traverser Paris d'est en ouest. La mairie veut fermer des rues aux voitures pour quelques heures ou pour la journée pour que les enfants puissent jouer. Quand on aura fini tous ces aménagements, Paris sera plus beau et plus confortable pour toutes les personnes qui viendront le visiter. Merci d'avoir regardé ce journal. Au revoir.